Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichwevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro des aventuriers d'HubSpot. Salut Rémi, comment tu vas ? Très bien, et toi Gabriel ? Super, aujourd'hui on va parler du tourisme et du CRM associé au tourisme. On va faire ça en 2 épisodes. Un épisode qui va être plutôt orienté métier, où on va adresser les questions de marketing, les questions de service client et le B2B, qui est aussi un sujet dans le tourisme. Et puis, dans un deuxième numéro, on parlera de tout ce qui est lié au système d'information. Mais avant cela, je souhaite vous accueillir dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichwevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, vous permettre d'accélérer votre croissance client et avoir plus de leads, plus de ventes et plus de satisfaction pour vos clients et bien sûr plus de reventes. On va justement parler de ça dans l'univers du tourisme aujourd'hui en adressant dans un premier temps le sujet du marketing, comment les acteurs du tourisme utilisent leur CRM pour activer leurs clients, pour les faire venir. Est-ce que c'est un enjeu d'abord ? Alors, c'est un enjeu, mais il y a vraiment 2 catégories dans le tourisme. On va dire ceux qui ont la règle des 80-20, il y a 80% des secteurs du tourisme dans lesquels, sur la partie de saison la principale, ils vont avoir 100% de taux d'occupation, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la vente de 100% de leur capacité. Et puis, on va avoir une partie des autres qui vont avoir soit pas de saison, soit l'impossibilité de vendre 100% de leur capacité. Je donne 2 exemples. Par exemple, si vous prenez le Puy du Fou, les ventes de la Cinécénie sont réalisées sur les 2 premiers jours de commercialisation quasiment pour l'année entière. Donc là, il n'y aura pas de sujet sur ces jours-là. Par contre, quand vous êtes sur un hôtellerie à Paris, eh bien, effectivement, vous allez avoir un taux d'occupation qui va être à peu près à 90%, 92% sur l'intégralité de l'année, parfois même inférieur en fonction de là où vous êtes. Et si vous êtes en zone aéroportuaire, vous avez beaucoup moins de saison que si vous êtes de l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire un camping en bord de mer dans lequel ou un hôtel à la montagne dans lequel vous allez avoir 2-3 mois de commercialisation complète et le reste de l'année une commercialisation beaucoup plus faible, voire néant. Ok, donc selon ces cas de figure, on va devoir mettre en place des actions marketing. Quelles sont les actions marketing qui marchent dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, pour justement ces hôtels qui n'ont pas assez de remplissage ou sur les périodes que tu appelles les ailes de saison? Alors c'est exactement ça. Quand on travaille sur ceux qui ont un TO à 100%, c'est-à-dire un taux d'occupation et ils vendent toute leur capacité pendant une période, il y a 2 enjeux. Faire que, en fait, on puisse étendre cette période de 100%, c'est-à-dire vendre mieux les ailes de saison, donc l'avant le début de saison et la fin de saison, et de faire que pendant la période où on est full, en fait, on remplisse au mieux et on optimise au mieux le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on dit souvent que l'acquisition du séjour se fait par des problématiques de yield, c'est-à-dire de gestion de la concurrence, de gestion de plan tarifaire, etc. Et donc ça, c'est plutôt des yield managers et des outils de plan tarifaire qui vont faire que on va bien occuper, on va avoir un taux d'occupation de 100% pendant la saison et qu'on va avoir optimisé le prix de vente du séjour. Pour autant, en fait, on dit aussi que c'est le CRM qui va nous aider à optimiser le chiffre d'affaires des services additionnels. C'est-à-dire le fait de pouvoir analyser que telle personne va pouvoir prendre tel service en plus, tel service additionnel en plus, tel service additionnel en plus. Cette notion de service additionnel, elle va être tout au long de l'expérience client. Elle peut être vendue en prestec, par exemple les packages d'arrivée qui sont de plus en plus courants dans l'hôtellerie. C'est aussi le fait de pouvoir reprendre un petit-déj quand vous n'avez pas pris un petit-déj. C'est le fait d'avoir une option barbecue quand vous étiez sur un séjour de camping et vous ne l'avez pas prévu, ou la location de ski avec le partenaire quand vous êtes sur une hôtellerie de montagne. Ça, en fait, cette notion d'optimisation du chiffre d'affaires, elle peut se faire à la fois pendant la période de préparation. Elle se réduit en termes de service pendant le séjour. C'est, par exemple, les options de ménage inclus à la sortie, qui peuvent être vendues pendant le séjour. Et puis, c'est beaucoup plus particulières après dans ce qu'on appelle le post-stay, c'est-à-dire le post-séjour. Le post-stay ne peut se faire, entre guillemets, que quand on a des particularités dans ce tourisme. Par exemple, c'est quand on a de la vente en ligne parce que on est Astérix ou Mickey et que on peut vendre en fait du merch et des prix aux produits dérivés
qui prolonge l'expérience du séjour derrière. Tu avais un exemple sympa sur le barbecue pour reconnaître les utilisateurs engagés à prendre ou pas un barbecue. La segmentation est fondamentale, c'est-à-dire que quand on prend les populations et quand on prend l'hôtellerie de tourisme, notamment l'hôtellerie plein air, camping, vous imaginez bien qu'il y a plein de nationalités qui viennent. D'une nationalité à l'autre, vous avez un ratio réel constaté de plus de 1 à 3 de l'appétence à prendre un barbecue, juste sur la nationalité de savoir de quel pays ils viennent. Parce que dans certains pays, c'est complètement culturel et ça fait partie de l'expérience du séjour. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins culturel. Les exemples. Ça n'est que la statistique, ça ne juge en rien en fait des éléments. Mais par exemple, on sait que par exemple les Hollandais ont tendance à beaucoup plus anticiper le séjour. Donc un autre Hollandais, en moyenne, statistiquement, va préparer son séjour d'été dès le mois de novembre. Et au plus tard, s'il n'a pas commandé en janvier, c'est qu'il a commandé ailleurs. Là où, en fait, par exemple, des pays plus latins, on va avoir une date de décision qui va être beaucoup plus proche de la date du séjour en tant que tel, et voire, pour certains, quasiment du last minute pour sur des petits packs, c'est-à-dire les bandes de copains, sur des périodes de belle saison, justement, et sur des périodes de week-end prolongés. On ne saura rien sur les barbecues, alors. On ne saura rien sur les barbecues. Je garde les stats. Autre exemple que tu m'avais donné sur le remplissage des ailes de saison, toujours dans l'hôtellerie de plein air, pour justement, même s'ils sont pleins en pleine saison, compléter sur début et fin de saison. En fait, j'ai un exemple très concret et c'est ce que j'appellerais du smart marketing, c'est-à-dire un peu de smart marketing. Une opération toute simple qui consiste, qu'on a fait pour un groupe hôtelier d'hôtellerie de plein air, et assez gros en Europe, parce qu'il y a plus de 1000 campings, que je ne citerai pas. En fait, on a travaillé avec eux sur le fait de pouvoir solliciter aujourd'hui. Exactement, il y a des jours comme ça. On a décidé de solliciter avec eux, en fait, dès qu'il y avait beau temps programmé sur un week-end prolongé, ou sur les week-ends court, mais dès qu'on était en fait dès le mois d'avril, donc très tôt dans la saison, dès les premiers beaux jours, on a décidé de solliciter avec eux en fait les personnes à proximité, c'est-à-dire les personnes qui étaient à distance en temps, donc soit en distance ferroviaire, soit en distance de voiture, qui étaient à proximité de ces destinations. Cas concret, on est en région PACA, qui a changé de nom maintenant, mais on se dit en fait il fait beau le week-end du X avril, il va faire beau 10 jours avant, on va solliciter les gens qui sont à proximité. En faisant ça, on a fait en fait un chiffre d'affaires additionnel de plus de 6 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a vraiment isolé, on a vraiment analysé de manière complètement objective, et 6 millions d'euros, c'est plus de 2,5% du chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire, c'est vraiment non négligeable en termes d'apport, juste par des campagnes marketing qui consistaient à faire, en fait, de l'inspirationnel et d'inspirer les gens à venir les week-ends où il fait beau sur les aides de saison. Et ça, c'est un exemple typiquement de je remplis mon aide de saison, je fais tout le travail nécessaire pour essayer de faire et d'adresser, de cibler complètement les gens qui ont la capacité de faire et aussi complètement sur les gens qui ont une possibilité de le faire. Ça marche très bien aussi sur les parcs de tourisme, les parcs de loisirs. Les parcs de loisirs, vous savez que les séjours, dans les visites des séjours de parcs de loisirs ou d'hôtellerie, on va dire packagée, donc des center parks ou autres, vous aurez en fait beaucoup plus d'appétence et capacité à remplir les aides de saison par des gens de proximité. Tout simplement parce qu'il y a une expérience, il y a quelque chose à vivre et que vous pouvez avoir des tarifs relativement compétitifs avec des coûts d'exploitation relativement normaux parce que les coûts fixes sont déjà là, donc vous êtes ouvert et qui vont permettre en fait d'aller remplir beaucoup mieux vos aides de saison et avoir des TO en fait hors période qui se rapprochent des 100%. Alors, c'est très bien pour le marketing. Je pense qu'on en a fait le tour. On n'a pas parlé du support client et on n'a pas parlé non plus dans les aspects marketing de l'enjeu de la satisfaction post-stay. Je pense qu'on peut réunir ces deux sujets. Et en fait, on a ce qu'on appelle le syndrome de la gouvernante ou du gouvernant de l'hôtel ou la directrice ou du directeur d'hôtel.
vous allez faire un séjour à l'hôtellerie, dans l'hôtellerie, vous avez un matelas qui est pas très confortable, un peu de bruit dans l'hôtel, vous dormez mal et le petit-déj est pas bon. On dit souvent que le petit-déj, c'est 90% de la satisfaction d'un client dans l'hôtellerie. Pour autant, en fait, là, vous avez eu un petit-déj pas bon. Et en fait, le facteur qui a changé complètement l'approche, c'est la satisfaction, la minimisation de l'insatisfaction en sortie. C'est tout simplement les directeurs ou la directrice de l'hôtel qui, au moment de votre départ, va venir vous serrer la main, va venir vous poser la question de comment ça s'est passé, va vous écouter. Et tout au plus, va vous dire juste qu'elle est désolée. Et en fait, pour certains, va vous proposer une générosité, c'est-à-dire de dire, vous aurez un hôtel la prochaine fois que vous venez, ou comptez sur moi pour la prochaine fois pour faire tel geste commercial en plus, etc. Ça change complètement l'insatisfaction. Et en fait, on sait que malheureusement, les gens sont relativement volatiles dans l'hôtellerie. Et donc, ça concerne moins des parcours non récurrents, c'est-à-dire par exemple, je pense à l'hôtellerie de loisirs où en fait les gens ont moins de récurrence d'achat. Ça concerne beaucoup plus l'hôtellerie classique où il peut y avoir une vraie récurrence d'achat et ça change complètement l'insatisfaction client. Et tu fais ça comment, avec le CRM ou avec le support? Alors, ça se fait d'abord par la notion de l'anticipation de l'insatisfaction. Ça se fait aussi post-stay pour ceux pour lesquels vous n'avez pas pu avoir l'élément, par un sondage de satisfaction et un réappel des insatisfaits. Et donc, le réembarquement, le réenchantement, en fait, des futurs turners. Et donc, ils turnent. Et tu disais donc que le support client est hyper important sur cet aspect satisfaction. Il est aussi important sur la résa? Oui, parce qu'il y a une particularité dans ce monde-là, c'est qu'il y a encore une grande partie des réservations qui se finalisent ou qui se concluent par téléphone. Il y a une grande partie des incompréhensions, entre guillemets, qui se font par téléphone. C'est particulièrement le cas quand vous avez des emplacements dans l'hôtellerie plein air, dans lequel les gens vont pouvoir choisir, en particulier, vont passer un coup de fil. C'est particulièrement le cas quand vous avez des séjours complexes, c'est-à-dire quand on a en fait un certain montant, panier moyen d'achat, par exemple, un séjour Club Med, il va y avoir une finalisation qui va être beaucoup plus forte par la téléphonie, tout simplement parce que les gens veulent vérifier que tout est bien prévu, tout est bien calé. Même dans l'hôtellerie classique, parce que certaines options sont pas toujours disponibles. Je pense que tous ceux qui ont voyagé en famille, qui ont une famille de 2 enfants, ont connu la problématique des chambres communicantes en hôtellerie, qui peuvent être un vrai problème et qui peuvent se faire conclure que par téléphone souvent. Et donc ça veut dire que une grosse partie des transactions se fait et se finalise par le centre d'appel. Et donc, ce qui veut dire derrière que le centre d'appel a un facteur clé, c'est le premier moment où il y a une expérience client avec la marque, et c'est le moment où en fait le client, le centre d'appel va être capable de pouvoir promouvoir des services supplémentaires. Et donc, le centre d'appel, il n'est pas là que pour aider le client, il est là aussi pour être tout vendeur. Et il y a une vraie différence de culture. Il y a à la fois la problématique de l'efficience opérationnelle du centre d'appel et à la fois la problématique d'avoir directement un décroché le fait que la personne étant telle nationalité va vouloir le barbecue. C'est ça, je vais avoir mon info. Tu veux le barbecue? Tu n'auras pas. Ou que la personne étant de telle nationalité, elle va prendre le ménage de fin de séjour ou les draps. Et ça, en fait, c'est fondamental que le centre d'appel soit vraiment le premier vecteur de vente et le premier vecteur de satisfaction. Il va être le premier vecteur de confirmation aussi. On est dans un taux où la plupart du temps, les transactions sont par le centre d'appel. Vous savez qu'un panier abandonné, 32% de conversion par centre d'appel en moyenne, tout secteur confondu. Encore plus dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie au sens général du terme. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment clés pour boucler les transactions et que l'efficacité de leur centre d'appel est le premier vecteur de chiffre d'affaires, voire de chiffre d'affaires complémentaire. Et dernier sujet métier sur le tourisme, le B2B. En fait, on a tendance à l'ignorer, mais en fonction des zones hôtelières, et notamment, je pense à les zones aéroportuaires ou les zones ferroviaires, donc proximité des bars, des bars. Des gares. Il y en a beaucoup qui sont près des bars aussi. La proximité des gares et des aéroports, en fait, il y a énormément
et proximité aussi des entreprises, en fait, il y a une bonne partie, du 40-50% parfois du chiffre d'affaires qui se fait via des contrats B2B. C'est le cas aussi des contrats groupes, notamment quand vous avez des grands groupes, le fait que vous ayez des personnes qui séjournent et qui voyagent, vous allez prendre un contrat groupe avec un centre, avec un groupe hôtelier, qui va vous permettre en fait d'avoir une réduction sur les séjours de vos professionnels, de vos équipes à différents endroits, soit en France ou à l'étranger. Et donc ça, le B2B, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu au CRM de la relation B2B. On a toujours tendance à sous-estimer le travail de la relation, de la mise en place de ces partenariats avec les entreprises, qui est pourtant un vrai vecteur et qui est, lui, multisaisonnal. On a toujours tendance à sous-estimer que le temps moyen pour réaliser un devis dans ce secteur-là est plutôt long, parce qu'on va aller chercher le plan tarifaire, etc. Alors qu'en optimisant bien le plan tarifaire avec les relations avec le RM, le revenu management et lead, vous allez pouvoir en fait réaliser des devis en moins de 3 minutes pour les entreprises et donc être vraiment dans l'efficacité du service et que l'efficacité du temps passé, en fait, quand vous avez une entreprise qui appelle et d'être très efficace sur la proposition, sur la signature, sur le cycle, est un critère réellement de maintien de la relation avec l'entreprise. Un hôtelier qui est pas capable de donner un tarif en temps court, qui est pas capable d'être efficace opérationnel et reconnaître en fait une entreprise en temps court va perdre plus de 10 à 15% de son chiffre par rapport à un hôtelier qui lui va être très opérationnel et capable de répondre quasiment du tac au tac et faire le devis en temps réel. Très bien. Est-ce qu'on a abordé tous les enjeux métiers de l'hôtellerie? Il y en a beaucoup d'autres, mais on a abordé les essentiels liés au CRM, j'ai envie de dire. Après, il y a vraiment des sujets sur la façon dont on travaille un client. Un hôtel, c'est une expérience de vie. Donc, ce calcul de tout le travail sur l'inspirationnel et tout le travail sur l'enchantement, la création d'enchantement, l'expérience, et donc d'amener le client par l'inspirationnel est fondamental dans la démarche client, en fait, en pré-séjour et en pré-commande. C'est vrai que c'est un métier où la notion d'expérience client, de suivi du parcours client, avant le séjour, pendant le séjour, après le séjour, est extrêmement prégnant. Et ça vaut vraiment le coup de décomposer ce parcours client. Je vous invite d'ailleurs à découvrir la méthode Customer Experience Redesign, qui permet de bien faire ce découpage-là. Et c'est vrai que ça fait partie de ces métiers dans lesquels ce travail-là est le plus pertinent, le plus légitime et finalement le plus clair dans le lien entre les campagnes et les actions qu'on met en place. Prochain numéro sur la partie système d'information dans le tourisme, les enjeux de la RESA, de la connexion de la RESA au CRM. Et voilà, on pourra se faire un barbecue à ce moment-là. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si, comme moi, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors, après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.